Mathieu, bonjour. Bonjour Swan. Je suis ravie de t'accueillir dans Invisible. On ne se connaît pas, mais pourtant j'ai l'impression de te connaître par cœur. Après avoir lu le livre que j'ai dans les mains, On n'ampute pas le cœur, où justement tu racontes ta vie jusqu'à aujourd'hui. Ta vie un peu hors du commun, je peux utiliser ce terme, parce qu'il y a eu des obstacles quand même assez surprenants, on va dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup d'amour aussi, c'est important de le souligner. D'où le titre. D'où le titre, exactement. On n'ampute pas le cœur. Et je pense qu'on va entamer de manière chronologique pour qu'on fasse ça petit à petit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc déjà, on va commencer par ton enfance. Je sais que tu es un passionné de sport. Tu as hérité ça de ton papa, notamment le rugby. Et tu le dis vraiment, le sport, c'est l'étoile autour de laquelle gravite toute mon existence. Ouais. Qu'est-ce que ça te procure, le sport De la joie, de l'émotion, l'amitié, la camaraderie. Moi, j'ai pratiqué énormément de sport. Très tôt, le rugby, j'ai commencé, j'avais 5 ans, mais je faisais d'autres sports en parallèle. Je pratiquais le tennis, j'ai fait pas mal de basket aussi. Mais le rugby, c'était quelque chose de viscéral et effectivement, il y avait un peu cet atavisme paternel parce que mon père était un ancien joueur, puis président de club. Donc j'y suis allé de manière un peu naturelle. C'est souvent une histoire de famille, le rugby. Donc ça m'a embarqué et j'étais un gamin plutôt... Aujourd'hui, on dit hyperactif, mais moi, j'avais besoin de me défouler tout le temps, d'être sur les terrains, courir, me dépenser et partager des bons moments. Et en fait, le sport, ça réunit tout ça. Ça réunit l'énergie un peu qu'on a tous en nous, ça réunit les amitiés, les joies, les peines. On se construit dans le sport, on construit sa personne. Et donc moi, ça m'apportait un équilibre dingue. Et quand j'étais... sans pratiquer le sport, une journée, ça se passait pas bien en général. Donc j'avais vraiment besoin de vivre intensément les choses. Et le rugby en particulier, parce que c'est un sport collectif, ouais. On n'est rien sans les autres. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et puis voilà, on découvre aussi... on fait des rencontres, on s'attache à des personnages. Et donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de mon enfance et de mon adolescence jusqu'au premier petit couac. Couac, exactement. Tu as 17 ans, tu joues au rugby. Et puis voilà, ça peut arriver, tu te blesses comme un joueur de rugby. Sauf que cette douleur, elle ne passe pas. Puis tu consultes un médecin, puis un autre, et on se rend compte que finalement, tu souffres d'un cancer rarissime. Le verdict tombe, il est un peu brutal finalement, c'est normal. C'est le choc pour tes parents, c'est le choc pour toi aussi, mais vous ne pensez pas du tout pareil. Tes parents pensent à ta vie et toi, tu penses à ton genou. Ouais, après, eux, ils ont une réaction de parents légitimes. Moi qui suis père aujourd'hui, je pense que je peux me mettre à leur place maintenant. Évidemment. Mais c'est vrai que quand ça m'a touché, moi j'étais plutôt préoccupé par le fait justement que mon monde s'écroulait et que tout ce que j'avais construit, qui était quand même essentiellement basé sur le sport, s'évaporait en un claquement de doigts ou en une annonce d'un diagnostic brutal et irréversible. Donc c'était difficile pour moi de m'imaginer, de me projeter sans le sport, ou en tout cas sans le rugby, dans la pratique. À ce moment-là, moi j'étais en équipe régionale, j'aspirais à... Sans parler de carrière professionnelle, j'aspirais à continuer mon petit chemin. Je devais rentrer en sport-études et d'un seul coup, tout s'écroule. Donc moi, à ce moment-là, j'encaisse un petit peu la chose et j'essaie de me dire qu'est-ce que je vais faire. Parce que quand tu t'es projeté toute ta vie vers quelque chose et que tout ça s'arrête, t'es un peu perdu. Et mes parents, ils étaient dans une réflexion beaucoup plus pragmatique, qui était liée à la maladie, le mot cancer, une tumeur extrêmement rare, puisque quand on me la diagnostique, il y a 17 cas en France, donc c'est quelque chose de vertigineux, et eux, la seule chose qui leur importe, c'est la santé de leur enfant et sa survie, quelque part. Donc on était dans un moment où on s'est un peu confrontés. Ça n'a pas duré très longtemps parce que moi j'aime pas le conflit et puis bon voilà, c'était une période où aussi il fallait que moi je switch en fait mentalement, c'est-à-dire que il fallait d'abord que je reçoive ce diagnostic et puis que je me dise bon maintenant comment je vais construire ma vie, qu'est-ce que je vais faire, vers quoi je vais aller. J'avais évidemment pas du tout envie d'abandonner mes passions. On a parlé de la pratique du sport, mais j'avais aussi déjà une appétence à l'écriture, à la lecture. Donc quelque part, le journalisme, c'était un univers qui m'accrochait pas mal. Donc je me suis dit à ce moment-là, je peux peut-être concilier les deux et en faire quelque chose de positif
pour me reconstruire, quoi, quelque part. Et avant justement d'intégrer cette école de journalisme, donc tu as eu 2 ans de traitement. Ouais. Tu pensais que ça allait durer quelques mois et finalement, ça a duré plus longtemps que prévu. Comment tu as vécu, toi, mentalement, ces 2 ans ? Je sais que tu étais très bien entouré par tes parents j'ai eu cette chance-là. C'était incroyable. Ça, c'est essentiel. Après, ça a duré 2 ans dans la globalité. Dans ces 2 années-là, il y a eu plein d'états différents. Parce que j'ai eu plusieurs interventions chirurgicales, j'ai fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie, j'ai fait une infection, donc je me suis retrouvé dans un service septique alité pendant 4 mois. Et donc en fait, les périodes, on les vit un peu différemment et selon aussi l'environnement dans lequel on se trouve. Pour être très concret, quand j'ai commencé ma chimiothérapie, j'étais un adolescent. J'étais dans un service où il n'y avait que des malades enfants ou adolescents. Et à cette période-là, c'était assez violent dans la perception des choses parce qu'autour de moi, je voyais des enfants qui étaient en fin de vie. Moi, j'étais dans une chimio qu'on appelle une chimio préventive où on tape très fort pour essayer de faire en sorte que la maladie soit complètement éradiquée. Et il y avait d'autres enfants autour de moi qui étaient, eux, là pour gagner des jours ou quelques mois. Et donc, d'un seul coup, ça choque, ça percute. Donc moi, très vite, j'ai appris, en fait, et c'est devenu une philosophie de vie, j'ai appris à relativiser les choses. Je me suis dit, moi, je suis en train de traverser une épreuve qui n'est pas rigolote, mais en même temps, autour de moi, il y a pire que moi. Donc ça m'a aidé dans un premier temps à franchir un peu les étapes des traitements qui sont lourds, chimiothérapie, radiothérapie, moi je faisais tout en même temps. Il y a l'apparence aussi qui change quand tu es adolescent, il y a ce regard des autres, l'envie de plaire, etc. Donc d'un seul coup, tu es aussi face à une image de toi-même que tu ne maîtrises pas, puisque tu es très amaigri, tu as le teint cireux, tu n'as plus de cheveux, tu n'as plus de sourcils. Mais tout ça, quelque part, passe après le choc de ce que tu peux voir à côté de toi. Donc ça c'était un premier état, j'ai envie de dire, émotionnel dans la maladie. Et puis après, il y a d'autres sentiments qui te traversent quand tu vas à l'hôpital et qu'on se rend compte que les interventions qu'on a fait avant n'ont pas été efficaces. Quand je fais une infection et qu'on est obligé de me retirer la prothèse que j'avais et que je reste en service septique pendant 4 mois, alité, là, tu es dans un sentiment d'enfermement où d'un seul coup, tu te retrouves impuissant, tu ne peux rien faire seul. Il faut que des infirmières te fassent ta toilette. Donc là c'est encore un autre step, quoi. Et là, tu bascules dans un truc qui relève presque de l'instinct, et je pense qu'on a tous ça en soi. Et en fait, ce que je dis souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens à la suite du livre qui m'ont écrit et qui me racontent des choses qu'ils vivent de manière assez similaire. Et en fait, je leur dis toujours, on ne soupçonne pas la force qu'on peut avoir. Tant qu'on n'est pas confronté à une épreuve, quelle qu'elle soit, on ne soupçonne pas les capacités qu'on a, mentales, physiques aussi. C'est pour ça que tu détestes qu'on te dise que tu es courageux? Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas plus courageux qu'un autre. Moi, pas eu le choix? J'ai pas eu le choix. Après, tu as des... Moi, j'ai toujours eu un mental de compétiteur. Quand je faisais du sport, j'aimais la compétition, j'aimais gagner, je haïssais la défaite. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en moi, et ce sont mes qualités propres, qui m'ont aidé à affronter la maladie et les épreuves. Mais en termes de courage, je ne suis pas plus courageux qu'un autre. Et moi, je prends toujours cet exemple-là. Les gens qui d'un seul coup, sont dans un pays qui est envahi et qui prennent les armes et qui vont défendre leur patrie, ça sont des actes de courage. Mais parce qu'ils n'ont pas, eux, ils ont le choix de s'engager là-dedans ou de fuir. Moi, à leur place, je ne sais pas si j'aurais ce courage-là. En revanche, je sais que je peux affronter des épreuves de vie, la maladie, les traitements, les mauvaises nouvelles. Parce que tu as le mental pour maintenant, tu es armé. Ouais, et parce que j'ai aussi pu me reposer, tu l'as dit, sur mes parents, mon entourage proche, ma famille qui a été extraordinaire, parce qu'ils se sont mis... moi, j'étais hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, donc j'avais 17 ans, hein, j'étais adolescent, j'ai passé mon bac en candidat libre. Ma maman, qui était dans l'éducation nationale, a mis tout un écosystème autour de moi pour que je puisse continuer à faire mes études par correspondance, pour que je puisse faire le bac en candidat libre. Donc il y avait toute une mini-société qui s'est articulée autour de moi. Mes parents habitaient à 70 km de Paris. Ils faisaient aller-retour tous les jours. Et je ne me suis pas retrouvé une seule journée seul
dans ma chambre d'hôpital, à part évidemment les nuits. Mais, donc tout ça, ça compte, parce que quand tu sens qu'autour de toi, les gens font corps, ils sont là, ils te donnent leur énergie, leur amour, donc ça te galvanise, ça donne beaucoup de force. Donc ça ressemblait un petit peu à ce que je vivais avant dans le sport. C'est-à-dire que moi, j'aimais l'équipe, la force qui se dégage d'un collectif. Et je disais tout à l'heure, dans le rugby, tu es seul, tu n'es pas grand-chose. Tu as toujours besoin des autres. Bah, dans la maladie, quand tu as tes amis, ta famille autour, bah, c'est ton équipe. Et cette équipe-là, elle est indispensable pour affronter les choses. Donc c'est plein de petites choses. Il y a évidemment ce qu'on a en nous-mêmes, la rage de vivre, l'instinct de survie, la force mentale, mais il y a tout ce qu'il y a autour. L'environnement est hyper important. Et à la suite de ce cancer, est-ce que tu as été un peu fragilisé dans ta tête ? Pas vraiment, non. Alors moi, c'est toujours quelque chose qui a bluffé un peu mes parents, tous ceux qui m'ont connu et qui me côtoient. C'est que, encore une fois, moi, je me laisse pas abattre, en fait. En fait, je crois que c'est ça le vrai truc, c'est que j'encaisse. Je peux avoir 1 ou 2 journées où, d'un seul coup, j'essaye, en fait, de me mettre des objectifs et des défis de vie pour avancer. Et en fait, pour laisser dans le rétro tout ce qui n'est pas bon. Parce que si tu commences à te dire, là, j'ai un cancer, on va y venir dans quelques instants, mais je vais perdre une jambe, bah tu peux vite. Et j'ai vu des gens comme ça dépérir un petit peu et se laisser aller. Donc il y a aussi ça, c'est que moi j'étais déjà un peu journaliste dans l'âme très tôt, c'est-à-dire que j'avais cette faculté à observer beaucoup les gens autour de moi, prendre des choses dont j'avais besoin. Il y a des gens qui, dans mon parcours de vie, de soins ou de rééducation, ont été hyper importants pour moi, m'ont servi aussi de moteur. Et puis je voyais aussi tout ce vers quoi je ne voulais pas tendre. D'accord. Tous les gens qui... et je ne porte pas de jugement, Bien parce sûr. que chacun vit les choses comme il les ressent, mais tu as aussi des gens qui sont plus fragiles, n'ont pas des capacités de rebond forcément très importantes. Et je voyais un peu le côté négatif de tout ça, de se laisser aller, de se décourager, de ne pas faire les efforts. Donc voilà. Donc moi, j'analysais un peu les choses comme ça, et j'ai toujours fonctionné comme ça. Toujours. Et encore une fois, le fait de relativiser les choses, je vais te prendre un exemple concret. Moi, quand je suis arrivé à la Salpêtrière, donc pour mon infection nosocomiale, je suis rentré dans un service septique. J'étais le plus jeune du service, j'avais 17 ans. Donc j'étais un peu le chouchou des infirmières qui étaient toujours aux petits soins, etc. Et un matin, il était 6h du matin, j'entends un cri effroyable dans le service. Le service septique, c'est vraiment une aile à part dans l'hôpital parce que c'est très, très protégé. Mon petit frère, par exemple, ne pouvait pas venir me rendre visite. Parce qu'il était plus petit, il avait 10 ans. Les enfants sont vecteurs de maladies, de choses comme ça. Donc moi, je n'ai pas vu mon frère pendant 4 mois, par exemple, pendant cette période-là. Et donc j'entends ce cri effroyable, donc j'appelle l'infirmière, il était 6h du mat, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me raconte, elle me dit bah voilà, on a reçu un patient qui vient de se réveiller de son opération et il venait de se faire amputer tout côté droit, bras et jambes, après un accident de moto sur le périph'. Donc le gars du jour au lendemain, il se réveillait, il se rendait compte du truc. Et en fait quand elle m'a dit ça, je me disais mais ok, moi je suis là et je savais pas pour combien de temps j'en avais, j'étais là déjà depuis de longs mois, mais je me disais, bon, je vais sortir de là, je serai sur mes 2 jambes, je vais marcher. J'espère que le cancer est derrière moi. Et en fait, à chaque journée, je voyais toujours des trucs pires que ma propre situation. Et donc, vraiment, relativiser, c'est un truc qui est hyper important dans la vie. Parce que ça te permet de mettre les choses vraiment au niveau. Et ça, c'est hyper important. Et donc après, voilà, moi, j'avais cette faculté-là à basculer très vite et à me mettre des objectifs de vie. C'est toujours arrivé dans des moments charnières dans ma vie. Là, j'avais 17 ans, j'avais le bac comme objectif, l'école de journalisme, le concours. Je voulais passer le concours. D'ailleurs, je l'ai passé. Je suis allé passer les concours en béquille dès que je suis sorti de l'hôpital. Et ça me permettait d'avancer. C'était des objectifs qui te permettaient d'atteindre. Exactement, de me mettre des objectifs à moyen terme. Et tendre vers ça. Et ça te maintient en vie, ça te donne de l'énergie pour faire des choses.
Donc ça, c'est un truc qui est essentiel. Donc tu intègres cette école de journalisme et le jour de ta rentrée, tu rencontres une certaine Magali, qui est ta femme aujourd'hui. Et elle a eu un rôle, et je l'ai vu tout au long du livre, ultra important dans ta vie. Parce qu'elle te comprend, justement, elle ne s'apitoie pas sur ton sort à toi. Elle ne veut pas du tout dire « pauvre Mathieu, ça va aller, je sais que c'est difficile », pas du tout. Non, c'est pas trop son caractère. Elle accepte ta pudeur. Et elle l'est aussi, elle l'est aussi, mais après, on s'est rencontrés jeunes, on avait 19 ans. Elle m'a pris avec un corps abîmé, puisque déjà j'avais une première prothèse avec une jambe qui était atrophiée, puisque quand je suis sorti des 4 mois d'hospitalisation en étant resté alité, j'avais les muscles, les nerfs qui s'étaient atrophiés. Et donc, les premiers moments avec elle, il y a des barrières qui tombent très vite, peut-être plus vite que dans d'autres couples, parce que d'un seul coup, tu te mets à nu littéralement. C'est-à-dire que tu racontes ton histoire et ce que ton corps dit à l'autre. Et donc, on a tissé une relation très forte dès le début parce que elle m'a pris juste après mon premier cancer. Et donc, toute cette période qui m'a évidemment changé, il a fallu que je lui raconte tout ce qui s'est passé pendant ces 2 années-là. Et donc, moi, j'ai été très transparent sur tout ce que je venais de traverser. Et elle a été extraordinaire dans la manière dont elle a reçu les choses et la manière dont elle s'est projetée dans une vie. Parce que quand on vit avec quelqu'un qui a, au-delà de la maladie, moi j'avais donc déjà un handicap physique parce que j'avais une jambe quasiment raide, donc ça me pénalisait dans mon quotidien. Et quand, c'est tout bête, mais quand on envisage de construire sa vie avec quelqu'un, on n'a pas envie qu'elle subisse des choses par répercussion. C'est des trucs tout cons, mais je ne pouvais pas lui dire on va aller se faire une balade en vélo, par exemple, parce que je ne pouvais pas faire de vélo. Et puis des histoires comme ça, j'en ai à l'appel. Des randonnées, on peut voilà. pas aller. Alors bon, moi, je reste un sportif dans l'âme, ça, j'ai vu, donc je suis capable de dépasser un peu mes limites pour faire des choses un peu extraordinaires pour des personnes dans ma situation. Donc j'ai toujours fait des efforts, mais il y avait des choses basiques que je ne pouvais pas faire et j'avais pas envie, moi, que ça la frustre ou que ça impacte négativement un petit peu sa vie. Et elle a toujours été là-dessus extraordinaire, mais pour autant, et tu l'as bien dit et tu l'as bien compris à travers le livre, elle me fait pas de cadeaux. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'elle me considère pas comme quelqu'un d'amoindri physiquement ou autre. Au contraire, elle me fait comprendre, parce qu'elle me connaît, elle connaît un peu mon état d'esprit, que si j'ai envie de faire les choses, je peux les faire malgré tout. Et donc voilà, on s'est construit un peu comme ça, donc elle a été évidemment essentielle. Et elle l'a été encore plus lors du deuxième, lors de la récidive. Et de cet amour naît Noah et Jeanne, tes 2 enfants. Et ce qui m'a marqué dans le livre, c'est qu'en fait, à un moment donné, justement, tu parlais de vélo, tu disais, ce que je redoutais le plus, c'était de ne pas pouvoir leur apprendre, par exemple, à faire du vélo, parce que ça te ramenait à ta situation de papa un peu différent, et tu voulais surtout pas leur montrer ça. Parce que justement, oui, tu faisais des randos, mais pendant 48 heures après, tu avais mal, tu souffrais beaucoup du dos, de tes jambes. Et là, justement, tu te dis, purée, ça me saoule, quoi. Et là, c'était compliqué pour toi. En fait, c'est ce que j'évoquais par rapport à mon épouse, c'est que quand tu décides de fonder une famille, il y a des choses quand tu es papa que tu as envie de faire. Bien sûr. Apprendre à faire du vélo à ses enfants, c'est un truc, c'est quelque chose que tu t'imagines un jour partager avec tes enfants. Jouer au foot ou au rugby pour mon cas. Je raconte ces scènes-là où quand on fait des goûters d'anniversaire, bon, maintenant ils sont grands, mais quand on faisait les goûters d'anniversaire et qu'on invitait tous les copains dans le parc, moi je ne pouvais pas participer au jeu qui était en train de se faire avec mes enfants. Et ça a été une frustration permanente jusqu'à encore il y a peu de temps. Parce que là, pour le coup, quand bien même, avec toute la bonne volonté du monde, je ne pouvais pas courir, donc il y a des choses qui fatalement sont pas possibles. Mais là aussi, tu construis ta relation avec tes enfants un peu différemment, et puis il y avait ce dépassement de soi où en vacances, j'évoque 2-3 cas dans le livre où on est à Bali et que
toute la famille veut aller dans une cascade qui est très inaccessible, où il faut marcher 2 heures pour l'atteindre, avec des dénivelés pas possibles, et ben je l'ai fait. Alors après, effectivement, ça m'a coûté, j'ai pas réussi à marcher pendant 2 jours, mais au moins, ça me permettait de partager une petite aventure avec mes enfants, ce que j'ai rarement pu faire au cours de leur jeunesse, quoi. Maintenant, mon fils, il a 20 ans, il est grand et il fait sa vie, mais c'est des choses qui m'ont manqué en tant que père. Donc j'essayais par moment de me faire un peu violence, quitte à être déraisonnable, parce que je me suis mis dans des situations un peu périlleuses où c'était pas très prudent, mais j'avais besoin de ça. Et donc voilà, après on s'adapte. En fait, c'est ça, c'est de l'adaptation au quotidien. T'es comme un caméléon en fait, à chaque situation, tu vas essayer de voir comment je peux faire pour m'adapter. Ouais, et c'est comme les personnes qui sont en situation de handicap dans notre société, il y a des choses qui leur sont pas possibles, inaccessibles, donc ils sont obligés de trouver des parades. Et en fait, la vie d'une personne en une situation de handicap, c'est ça, c'est tous les jours trouver les petites parades pour contourner les obstacles et accomplir des choses quand même. Et même des choses qui ne sont pas parfois recommandées, mais tu es obligé un peu de franchir la ligne pour essayer de vivre le plus normalement possible, retrouver l'autonomie, la mobilité d'une personne classique. Et donc moi, ça a été ma vie dès mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, à essayer de trouver la parade, les petites adaptations pour garder les petits plaisirs de la vie, du père, du mari, du copain aussi, tu vois, dans les activités physiques avec tes copains. Il faut s'adapter dans le milieu professionnel aussi. Mais c'est ça, dans ton travail où tu disais par exemple pour prendre l'avion, parce que c'est vrai que tu es amené à voyager, tu tendais ta jambe, quand tu étais invité à des endroits, parfois c'était pas évident parce qu'il fallait par exemple quand tu vas au cinéma te mettre dans un endroit spécifique de la salle pour pouvoir tendre ta jambe. Et en fait, tu es toujours dans l'anticipation de ces situations-là. Et c'est tout le temps en permanence, et même des collègues à toi de travail ne sont pas au courant de ce que tu as. Il y en a qui blaguent en disant c'est un cancer du genou, et tu dis oui. Enfin vraiment, tu t'en fiches, tu veux pas le montrer parce que tu veux pas être différent, tu veux faire ton travail comme tu as envie de le faire. Ouais, j'avais pas envie, en tout cas, au début de ma carrière, j'avais pas envie qu'on se dise tiens, il est là parce que il a obtenu une faveur compte tenu de ce qui lui est arrivé. Pas du tout. Et moi, je l'ai tué pendant toute ma carrière quasiment. Donc des gens, par le bouche à oreille, avaient des bribes d'informations, venaient m'en parler, etc. Mais même si d'apparence j'avais ce claudiquement, quoi, je boitais, et donc les gens se doutaient bien que j'avais eu quelque chose au genou, mais je rentrais jamais dans les détails. Mais ça m'a pas empêché encore une fois, de faire mon chemin. Et en fait, la leçon, c'est ça, en fait. C'est que même quand on est... et d'ailleurs, tu parles des situations où... moi, j'étais au tout début donc grand reporter à France Télévisions, donc je prenais l'avion toutes les semaines, j'allais au bout du monde, et c'est vrai que j'étais beaucoup plus handicapé qu'aujourd'hui je ne le suis, puisque tu vois, je peux plier la jambe, ce qui n'était pas le cas, et donc c'était des astuces à trouver en permanence. Quand j'étais étudiant, quand je montais dans le métro, je ne m'asseyais jamais, parce que si je m'asseyais, j'avais la jambe qui était au milieu du passage, et donc tout le monde se retournait et ne comprenait pas, et même quand je leur expliquais que j'avais un problème, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on ne puisse pas plier sa jambe. Donc voilà, c'est des... Et c'était pas fatigant ça au quotidien tu t'y habitues? Tu vois, on parle souvent de charge mentale. Ouais. Ça, pour le coup, la charge mentale, moi, ça a fait partie de ma vie très tôt, parce que quand tu vas au cinéma et que tu es obligé d'anticiper, tu te dis il faut que j'arrive tôt pour que je rentre dans la salle, que j'aille prendre, parce que moi il fallait que ça soit couloir droit, puisque c'est ma jambe droite, pour que je puisse mettre ma jambe dans le couloir. Dans l'avion c'était pareil, dans les salles de théâtre, quand on allait voir des pièces de théâtre avec mon épouse, il m'est arrivé de passer la séance où j'étais assis quasiment sur le haut du dossier de la chaise, parce que j'avais pas trouvé de place extérieure, et donc j'étais dans une position où je me flinguais le dos. Bon, voilà, c'est des petits ajustements à trouver en permanence, et du coup, ça, c'est pesant, parce que tu es tout le temps, quand tu te projettes sur une activité que tu vas faire, tu te dis comment je vais pouvoir m'adapter, comment je vais pouvoir réaliser la chose, et parfois, on a rebroussé chemin parce que c'était pas possible. Et donc,
il y a ce petit côté, voilà, sentiment de culpabilité où t'as pas envie de priver les autres de quelque chose. Et tu avais de la colère où tu ressentais des émotions un peu en disant un jour j'en ai marre, c'est pas juste quoi, je voudrais faire ça aussi, ouais, ou est-ce que tu acceptais? Ça, alors, le côté un peu injuste de la chose, oui, quand on t'annonce que tu as un cancer et qu'on va t'enlever ton genou, oui, Ouais. ça te tombe sur la tronche et c'est injuste, bien sûr. Mais si tu t'arrêtes à ça, tu T'avances pas. n'avances pas. Donc il faut vite. Moi, j'ai très vite évacué tout ça. Non, j'étais plus en colère voilà, quand ça privait d'un moment de joie et de bonheur mes proches, quoi, ceux que j'aime. Après, il y a une frustration personnelle à pas pouvoir. Mais ça, c'est aussi le travail d'acceptation du handicap ou en tout cas de la maladie. Ça repose là-dessus. C'est accepter que ta vie sera différente. Ça veut pas dire qu'elle sera moins heureuse, moins belle, mais elle ne sera pas tout à fait la même que celle que tu avais avant. Donc voilà, c'est un peu tout ça le travail que tu dois faire mentalement, dans l'acceptation et puis dans l'adaptation et le dépassement de soi pour faire en sorte que ta vie soit la plus normale possible. Et puis en 2023, tu es en déplacement professionnel Ouais. et là tu ressens une douleur différente, une douleur qui part pas du tout. Et tu te dis, oh là là, il y a un souci, mais pour toi, dans ta tête, tu te dis c'est impossible que ce soit le cancer puisqu'il y a 1,5% de risque de l'avoir. Donc vraiment, tu écartes cette possibilité. Ouais. Sauf qu'au fur et à mesure des examens, on se rend compte qu'effectivement, le cancer est revenu. Ouais. Et là, c'est une réaction totalement différente d'il y a de Mathieu, 17 ans. Là, vraiment, tu penses pour une fois à ta vie et tu as peur de mourir à ce moment-là, quoi. Ouais, parce que le grade du cancer est plus élevé, c'est stade 4. Ouais. Là, on est stade 4, donc c'est c'est le dernier stade avant la mort, quoi. Donc ouais. Et puis moi, entre-temps, il y a 26 ans qui se sont passés, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, et donc on n'a pas du tout la même perception des choses. Quand ça m'arrive à l'adolescence, ça embarque mes parents et moi. Ouais. La barque est plus grande, quoi. Mais là, il y a plus de monde, il y a ce sentiment, oui, les premiers temps, un peu de crainte de devoir les laisser, parce qu'en fait, ma mort à moi, c'était quelque chose qui n'était pas très important, mais tout de suite, tu te dis, tiens, ma fille, à l'époque, elle a 12 ans, sur la récidive, je me dis, je vais pas la voir grandir, se marier, enfin des trucs cons de la vie de tous les jours. Donc en fait, c'est ça qui te marque le plus. Surtout à l'annonce, le médecin, vraiment, on te dit limite, si t'arrive quelque chose, s'il faut prendre une décision, donne-nous le nom, et tu donnes le nom de ta femme. Ouais. Pour toi, c'est vraiment, et tu dis à ta femme, tu dis, j'ai l'impression que là, en fait, elle m'annonce ma mort, quoi. Bah, ça ressemblait un peu à ça, hein, quand même. Mais ouais, l'oncologue t'explique qu'il peut y avoir une phase dans le traitement, parce que, en fait, la difficulté, c'est que donc, le cancer extrêmement rare que j'ai eu revient 26 ans plus tard, encore plus virulent. Et tout ce que j'ai reçu comme traitement quand j'étais ado, donc chimiothérapie, radiothérapie, oui. C'est des traitements qui sont hyper invasifs. Et ces traitements-là, ils n'ont pas évolué en 26 ans, donc c'est les mêmes produits. Et donc on m'explique que la chimiothérapie qu'on va me refaire, elle peut avoir des conséquences dramatiques, puisque j'ai reçu des doses très élevées, et donc je suis arrivé au seuil de ce que le corps humain peut supporter. Ouais. Et donc le risque sur cette chimio, c'est que j'ai un arrêt cardiaque ou des problèmes de reins, que mes reins se bloquent, etc. Donc là, ce jour-là, elle m'explique ce qui va potentiellement m'arriver. Elle me dit, il se peut que vous ne serez plus en mesure de prendre des décisions pour vous-même, donc donnez-moi le numéro de la personne. Et à ce moment-là, ma femme n'est pas dans la pièce, qu'on avait oublié un truc dans la voiture. Et donc, je suis seul avec l'oncologue quand elle me dit ça. Et donc là, tu tombes de 12 étages, parce que là, pour le coup, ça marque au fer rouge, parce que tu prends conscience de la gravité de la chose. Et donc, quand ma femme revient, on finit le rendez-vous, et quand on sort du rendez-vous, je lui raconte la scène. Et elle, c'est aussi pour ça qu'elle est précieuse, c'est qu'elle a une forme de légèreté dans toute situation. Elle a dit, mais non, mais elle a dit ça, c'est de la paperasse, c'est de l'administratif. Et donc, à sa manière aussi, elle relativise la situation. Ce que moi, j'étais pas capable de faire ce jour-là. Alors que c'est une de mes grandes forces, mais ce jour-là, j'étais complètement KO debout par ce que je venais d'entendre. Et c'est elle, en fait, qui va me permettre ce fameux switch, tu vois, où je me dis, bon,
peut-être qu'elle a raison, peut-être que finalement elle m'a énoncé le scénario du pire, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que je vais vivre. Et donc on est passé à autre chose, et puis la chimiothérapie s'est passée, ça a été compliqué, mais voilà, je suis là devant toi, donc je n'ai pas eu de problème cardiaque, je n'ai pas eu de problème de rein, donc voilà, mais c'est là aussi où moi j'ai pu le constater quand j'ai écrit le livre, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans des séances de dédicaces qui me racontent leur quotidien de malade ou de leurs enfants, et en fait c'est là où je mesure la chance que j'ai d'avoir dans ces 2 épreuves, avec un intervalle de 26 ans, avoir eu les gens autour de moi, que ce soit mon épouse, mes enfants, sur mon 2e cancer, mes parents qui sont toujours là, qui m'ont donné toujours cette bonne énergie, les mots que tu as envie d'entendre au bon moment, parce que je me rends compte de plus en plus, parce que le cancer c'est une saloperie, que ça touche tout le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui affrontent ça seuls. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que tu as l'impression d'être dans un tunnel et de jamais en sortir, parce qu'il y a les traitements, il y a tout ça, mais il y a le stress aussi quand tu es suivi. Moi, je suis toujours suivi. Tous les 3 mois, j'ai des examens à passer. Tu as toujours cette petite crainte qu'on te trouve un autre truc. Et donc, affronter ça seul, c'est vertigineux. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, être entourée, je sais que autour de moi, notamment ma maman qui a eu un cancer il n'y a pas longtemps, c'est extrêmement violent, même au niveau du corps, le rapport avec le corps. Bien sûr. Ouais, elle m'a dit, j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus. Là, elle a des traitements pour 5 ans. Il y a plein d'effets secondaires. Et c'est vrai qu'à chaque fois, là, en septembre, elle a sa prise de sang, elle a tous ses examens. Elle me dit, tu as un stress avant. Bien tu sûr. te dis, mais tu dors pas la nuit, tu dors pas la veille. Tu as peur qu'on te réannonce, comme le jour J, le cancer est revenu, quoi. Ouais, tu as toujours cette épée de Damoclès. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que les seuls moments de solitude pour quelqu'un qui a le cancer, c'est ces moments-là. Ouais. Et moi, je le décris un moment dans le livre, c'est que quand je suis rentré de ce fameux rendez-vous avec l'oncologue, le soir, au moment où tout le monde va se coucher, moi, je suis quelqu'un où j'ai du mal à trouver le sommeil. Je me souviens de cette scène où je suis resté dans mon canapé et je me suis fait le film un petit peu de ce qui allait se passer. Et je voyais des trucs défiler et tu te projettes sur des choses qui ne sont pas positives. Et c'est le seul moment de solitude du malade. Parce que tes proches sont dans la maison ou dans l'appartement, ils sont là, mais ils dorment. Et eux, et c'est normal, et c'est important qu'eux gardent leur insouciance quelque part. Parce que ce n'est pas eux les malades. Mais toi, en tant que malade, t'es dans ce truc qui te percute, qui se confronte dans ta tête en permanence, où tu te dis, bon, alors là, demain, je vais avoir tel examen, ça se trouve, on va m'annoncer encore qu'il y a quelque chose de pire, et puis dans 2 semaines, il y aura tel traitement, et là, tu te retrouves face à toi-même. Et c'est là où, en fait, où tu dois aller chercher ta propre force, parce que les autres, dans cet instant-là, ne sont pas concernés. Ils le sont, évidemment, parce que ce sont des aidants et ce sont des gens qui vont t'accompagner pendant tout ton processus de guérison. Mais tu restes le personnage principal. Mais c'est toi qui vas, le lendemain, aller dans un tube pour passer un PET scan pendant une demi-heure et attendre le verdict à la sortie. Et au moment du verdict, tu seras seul sur ta chaise. Et en fait, c'est ça qu'il faut pouvoir encaisser. C'est ça qu'il faut pouvoir surmonter. Dans ta tête, comment tu fais? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Comment tu te parles? Comment tu récupères le... Moi, je me dis, fais-toi confiance. Après, quand tu t'es relevé d'un premier cancer, tu te dis... t'es invincible. Pas que tu es invincible, mais tu te dis, bon, j'ai déjà traversé cette épreuve-là, j'ai su me relever, j'ai su faire face. J'ai jamais été, moi, en chimiothérapie, même la 2e, où c'était hard. J'ai de la chance, hein, j'ai jamais été... y a beaucoup de gens qui ont des vomissements, des choses comme ça. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai été très amoindri, très affaibli, etc. Mais j'étais globalement en bonne forme physique. C'est-à-dire que j'avais mes plaquettes au plus bas. Les malades du cancer savent ça. Tu es en aplasie totale. Donc, tu as 2-3 jours où tu peux plus même voir de gens parce que tu t'es exposé à la maladie. Donc, il faut que tu fasses attention à ne pas avoir une infection ou des choses comme ça. Moi, pendant ces périodes-là, j'étais plein de balles. J'étais vraiment physiquement... Et les 2 fois, quand j'avais 17 ans et sur la récidive 26 ans plus tard, j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai toujours plutôt bien encaissé les grosses séances de chimio. Donc ça aide aussi parce que physiquement, tu te sens... Moi j'ai vu des malades
qui avaient à peu près les mêmes traitements que moi, qui étaient alités, qui étaient entamés physiquement. Et ça te rajoute une couche. Parce que si tu n'es pas bien mentalement, et qu'en plus physiquement ça coince, tu peux vite t'enfoncer. Et moi, j'avais toujours ce truc-là de me dire, bah regarde, ça va, je fais les choses. Je n'avais pas la sensation d'être à la marge. Parce que souvent, les malades du cancer te disent, on a l'impression d'être un peu dans une vie parallèle. Ce qui est la vérité. Parce que tu sors un peu du système, tu t'arrêtes de travailler, ton quotidien, c'est les hôpitaux, les examens, la mort, parce que tu côtoies la mort. Donc, tu es dans un truc qui est lourd. Et moi, j'ai toujours eu cette chance-là de traverser ça, mais d'être physiquement bien, et donc mentalement aussi. Parce que ça me permettait de me dire, c'est un mauvais moment, une chimio, ça dure 5 jours en traitement. La première se passe, moi j'ai eu 3 fois 5 jours cette fois-ci. Je l'ai fait une première fois, je l'ai fait il y a 18 ans, tout va bien se passer. Et en fait, le fait de positiver et de relativiser, je reviens souvent à ce terme-là, mais c'est le truc le plus important, ça te permet de vivre la chose de manière un peu plus légère, si on peut parler de légèreté. Bah, de toute façon, à chaque fois, on parle de mental quand on parle de cancer. On dit que quand dedans ça va, et ben en fait, ton corps va suivre. Et on dit que c'est hyper important, à la limite, ça fait partie du médicament aussi. Et il faut pouvoir s'en convaincre. Ouais. Moi, je me suis souvent dit, et ça, c'est des petits tips, mais c'est très personnel. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas la recette. Il n'y a pas de recette de toute façon, mais chacun appréhende les choses à sa manière. Mais moi, souvent, je me disais... ça va, tu vas bien, et ça va bien se passer, et demain tu vas te faire injecter, parce que c'est une saloperie, la chimiothérapie, c'est un truc qui te rase, ça te flingue tout le système immunitaire. Le but du jeu, c'est de faire redémarrer en quelque sorte ton corps, c'est tuer toutes les cellules pour qu'elles se régénèrent sainement après. Donc cette période de la chimio, elle est violente. Mais si tu te dis, ça va me tuer, je vais être malade, etc., moi, j'ai la sensation que ça te conditionne à du mauvais. Alors que si, justement, tu te dis, ça va aller, ça va être une grosse... Tu vois, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être une grosse grippe ou ça va être un truc... C'est un temps, ça va durer 2-3 jours, je vais être un peu dans la tempête pendant 2-3 jours, mais je vais aller mieux, je vais m'en sortir. Et moi, j'ai toujours, en fait, fonctionné comme ça. Donc, bien préparer l'esprit, moi, j'ai toujours eu la sensation que derrière, le corps suivait. Et ça a été le cas après en rééducation, quand j'ai eu mon opération. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je compartimentais un peu les séquences de ma vie. Je disais, là, c'est la chimio, tu te concentres là-dessus pour être bien mentalement et affronter le truc physiquement. Et après, il y a la période de l'opération, de la rééducation, de la reconstruction, et toujours dans ce sentiment que tu chemines et tu avances, tu continues d'avancer, et tu vas aller vers des choses qui vont être beaucoup plus sympas, beaucoup plus réjouissantes. Moi, j'avais un ami qui est malheureusement décédé du cancer qui me disait toujours, derrière les nuages noirs, il y a toujours une frange d'or. Ben, c'est un peu ça l'idée, c'est de te dire que dans la tempête, derrière, il peut y avoir que du beau temps. C'est un peu l'idée générale. Et qu'il y a un moment difficile à vivre, à passer, mais que derrière, ça va aller. Ça va aller. Il y a cette phrase, c'est tout passe. Tout finit par passer. Oui. Cette phrase qui résonne beaucoup en ce moment. Alors après, c'est un peu... c'est pour ça que je parlais d'auto-persuasion. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais la garantie que ce que tu espères vivre se produise comme ça. Mais moi, par mon expérience, j'ai la sensation que ça m'a toujours aidé à traverser ça de manière plus simple. Et pourtant, après, tu te fais opérer. Ouais. On t'annonce ton amputation. Ouais. Comment tu vis cette nouvelle avant le réveil ? Non, mais moi déjà, je m'étais préparé là aussi mentalement à ça, parce que pendant 25 ans, j'ai donc vécu avec cette jambe abîmée, et je savais que la prothèse que j'avais à l'époque avait une durée de vie de 25-30 ans. Donc moi, ça faisait 26 ans. Donc je savais qu'il faudrait de toute façon la changer, même si le cancer était parvenu, c'est quelque chose qui aurait dû être fait. Et ma jambe était tellement abîmée que j'avais conscience quelque part que l'éventualité d'une amputation pouvait advenir. Et il se trouve que dans mon parcours professionnel, et j'en parle dans le bouquin, j'ai rencontré un personnage extraordinaire, Patrick Naff, un ancien journaliste du service des sports de France Télé, qui lui était amputé depuis l'âge de 14 ans, et qui on s'est côtoyé à France Télévisions pendant 6-7 ans, m'avait un peu pris sous son aile, parce qu'il avait vu, lui, il avait tout de suite perçu
mes difficultés au quotidien, dans la marche, etc. Et il me disait à cette période-là, mais coupe-toi la jambe. T'es plus handicapé que moi qui suis amputé. Lui, il continuait à... Il faisait les 400 coups. Ah non, mais lui, il sautait en parachute, il ski, faisait de la moto, il skiait, enfin... Et il voyait que moi, j'étais plus handicapé que lui. Et Patrick, il a eu ce rôle essentiel, c'est qu'il m'a planté cette graine dans ma tête de me dire, si un jour je dois être amputé, bah peut-être que ce sera plus simple pour moi dans ma vie de tous les jours, et maintenant que je le suis, je peux en attester, parce que avec une jambe bionique, quelque part, bah, tu fais plus de choses qu'avec la jambe que j'avais moi à ce moment-là. Et donc ce passage-là, il est déterminant parce que quand j'arrive devant la chirurgienne, c'est même moi qui anticipe un peu la chose parce que je vois que les choses sont graves et qu'elle n'ose pas trop me le dire. Et je lui dis à un moment, mais il faut amputer. Elle me dit oui, je dis bah alors allons-y, je suis prêt. Parce que j'avais vécu ça avec Patrick et qui m'a martelé ce message pendant des années en me disant mais fais-toi couper cette jambe, tu seras mieux, etc. Qu'au moment où je suis confronté réellement à ça dans ma vie, bah en fait c'est une évidence. C'est un truc, ça me... C'est ok. C'est ok, ça me fait pas peur. Et je me dis encore une fois qu'en fait ce sera mieux que l'état dans lequel j'étais quand je suis arrivé ce jour-là devant la chirurgienne. Donc l'annonce, ça passe crème. Je me dis ok. Et le réveil. L'intervention, bah, ça tu maîtrises pas. Avant de te faire couper un membre, tu peux pas savoir ce que ça implique. Et quand je me réveille, j'ai mal, c'est une douleur assez atroce, mais il y a des médicaments. Mais là encore, je me suis projeté en fait. J'ai déjà un peu visualisé les choses. Donc quand je soulève le drap, il n'y a pas quelque chose qui m'effraie. L'extraordinaire dans tout ça, c'est que j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mes parents à ce moment-là dans la chambre, et que c'est pareil pour tout le monde. Parce que ça fait mes parents depuis toujours, mon épouse depuis plus de 20 ans et mes enfants depuis que je les ai, ils connaissaient la souffrance qui était la mienne avec cette jambe depuis toujours. Et tout le monde a vécu ça comme une forme de libération. D'accord. Parce que enlever cette jambe, ça voulait dire se séparer de la tumeur et du cancer qui était en train de me gangréner. Et c'était potentiellement recouvrer des choses que j'avais enfouies. Et je le dis dans le livre, les fameuses balades à vélo que je ne pouvais pas faire avec mes enfants depuis qu'ils étaient petits, là aujourd'hui je peux aller faire du vélo avec eux. Donc c'est encore une fois voir le positif dans le mal, dans l'épreuve et dans la maladie et dans l'impact que ça a. Et je ne dis pas que, évidemment qu'il y a des moments qui sont durs, de douleur ou la rééducation, ça a été un calvaire. La douleur fantôme aussi, c'est ça. La douleur fantôme, il y a plein de choses évidemment qui ne sont pas agréables. Attention, moi je ne veux pas non plus rendre un tableau idyllique, mais il y a tout ce que ça va t'amener que tu avais perdu dans ta vie. Et en fait, moi je ne m'attache, et c'est sans doute ma qualité première, ma force, c'est de m'attacher qu'aux choses qui vont être plus positives pour moi que le mauvais. Et en fait, j'ai toujours... là encore, fonctionné comme ça. Je me suis dit, tu vois, je me suis réveillé de l'opération, je me suis dit, ok, ça faisait 2 heures que j'étais amputé, je me suis mis sur des béquilles, je suis parti dans le couloir, sur une jambe avec mes béquilles, je me suis dit, ok, je me sens bien, physiquement je me sens bien. Je savais qu'une semaine après, je rentrais en centre de rééducation. On était dans une période, c'était l'été 2023, début de l'été 2023, il y avait la Coupe du Monde de rugby. Ton nouvel objectif. Qui arrivait. Donc là encore, je me suis mis cet objectif d'être le 8 septembre au Stade de France. Impensable pour les médecins. Pour les médecins, c'était impensable que tu y arrives. Non, parce que pour une personne amputée, en règle générale, hein, c'est une année pour te reconstruire, être appareillé, être en capacité de marcher, c'est très long. D'accord. Et moi, je me suis fait amputer le 16 juin. Donc tu fais le calcul, 16 juin, 8 septembre, j'avais 2 mois et demi pour revenir, puisque moi je m'étais fixé cet objectif. Et les médecins, les kinés me disaient mais c'est impossible, il faut faire une croix là-dessus. Et en fait, c'était la meilleure chose à me dire. Parce que moi, si tu me dis que c'est pas possible, ça me motive encore plus. Donc je me suis dit, je vais leur montrer que c'est possible. Et c'est ça qui m'a servi de moteur dans ma rééduc. Tous les jours, je me disais, je vais leur montrer que le 8 septembre, je serai au Stade de France. Et là encore, quand je suis arrivé dans le centre de rééducation, comme dans une équipe de rugby,
J'ai regardé autour de moi, il y avait d'autres amputés, il y avait des gens qui avaient eu des AVC sévères, des problèmes neuro, etc. Et je me suis dit, tiens, bon, lui, il est sur son fauteuil, il ne fait pas les efforts, il ne m'intéresse pas. Lui, je le vois, il commence à marcher avec sa prothèse, tous les jours, j'étais à la muscu, je le regardais, je me disais, ok, dans 2 jours, je veux être là, je veux en être là, je veux faire comme lui. C'était Adama? Ouais, c'était Adama qui, lui, avait eu un accident du travail et qui s'était fait amputer, qui était arrivé 2 mois avant moi dans le centre. Et bon, lui, il avait des problèmes de greffe de peau, ça avait un peu retardé son appareillage, mais il était en avance sur moi à peu près 1 mois. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé au centre de rééducation, pour un amputé, tu dois attendre que ça cicatrise bien pour commencer à essayer de mettre une prothèse. Donc moi, au moment où j'étais pas encore appareillé, lui, je le voyais, il commençait à marcher avec des béquilles, mais il avait sa prothèse. Et je le voyais, mais travailler comme un chien. Parce que pour un amputé, il faut, en tout cas fémoral, il faut faire un travail de gainage énorme pour pouvoir après encaisser le poids de la prothèse, l'activer à la marche. Une personne amputée dépense 60% d'énergie en plus que quelqu'un de valide. C'est énorme, ok, oui. Donc c'est colossal. Donc pour pouvoir bien marcher avec une prothèse, il faut faire un travail physique, remodeler ton corps. Et je voyais Adama tous les jours, mais c'était un travail de forcené. Et je me disais, mais ce gars-là, il faut que je me mette dans sa roue. Si je veux atteindre mon objectif d'être au Stade de France le 8, je me fous avec lui. Et donc je me suis mis des séances avec lui énormes. Je l'ai regardé travailler tous les jours. Et après, on a fait toute notre rééducation ensemble. Et je me suis retrouvé... Donc moi, je suis resté 1 mois et demi dans le centre. Ok. Et au bout d'1 mois, je me suis retrouvé, on allait sur le stade de Châtillon, c'était en région parisienne, et on se tirait la bourre. Et si je n'avais pas rencontré Adama, peut-être que mon objectif, je ne l'aurais pas atteint. Parce que Adama, il a été essentiel pour moi. C'est quelqu'un qui m'a servi d'exemple, qui m'a motivé. Il y a des jours où j'en chiais, j'étais pas bien, j'étais fatigué, mais je le voyais lui aller toujours plus loin. Donc je me suis... En fait, encore une fois, c'est comme dans une équipe. Alors je prends le rugby, mais c'est un sport co. Tu as les bons éléments, tu as les leaders, tu as ceux qui tirent vers le haut. Et puis tu as des éléments perturbateurs qui n'ont pas envie de travailler. Bah, dans un centre de rééducation, c'est la même chose. Il y avait d'autres amputés, ils avaient la flemme, ils n'avaient pas envie de se faire mal, tu vois, d'aller chercher des choses. Et ils se retrouvaient 3 mois après leur amputation dans un fauteuil à ne pas se mettre debout. Bon, bah moi, ces gens-là, c'est pas que je les dénigrais, mais je les calculais pas. Je me disais, voilà, moi, si je veux atteindre l'objectif que je me suis fixé, il faut que je sois comme Adama. Il y en avait d'autres. Hein. Et je raconte ça dans le livre parce que Adama, on est toujours très proches aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a énormément compté et il y a des gens comme ça dans ton parcours qui sont essentiels. Et c'est pour ça que j'aime bien l'analogie avec le rugby parce que, encore une fois, seul t'es rien. Même si t'es plein de bonne volonté, et tous les gens qui font du sport de haut niveau le savent pertinemment. C'est-à-dire que tu as toujours besoin des autres. Tu as toujours besoin de voir à côté de toi qu'il y a peut-être quelqu'un qui travaille encore plus fort que toi pour aller chercher des choses. Et donc ça te permet de trouver de la force, de l'énergie, même quand t'en manques un petit peu, ou quand t'es moins bien mentalement, tu vois, quand t'as ça arrive, tu as des jours où tu es un peu plus fatigué, où tu te dis ah, j'ai fait les efforts hier, je me repose aujourd'hui. Mais quand tu vois quelqu'un qui lâche rien, ben, moi en tout cas, mon esprit de compétiteur, c'est je vais être comme ça. Et donc ça m'a permis de me surpasser, de parfois réaliser des trucs qui n'étaient pas réalisables pour les médecins, pour les kinés, etc. Et le 8 septembre, j'étais au Stade de France debout au moment de France-Nouvelle-Zélande. Et ce qui est fou, c'est que quand tu reviens, vraiment, déjà quand tu as annoncé ta récidive, les gens ont appris ton passé parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et tu as eu un soutien, mais monstrueux. Tu as eu plus de 15 000 messages, même le président de la République t'a écrit. Là, tu as ressenti une vague d'amour et ça a aussi été un moteur pour toi pour réussir. Et ça a été déterminant dans le sens où, en fait, c'est pas rationnel. Et tu sais de quoi je parle. On fait des métiers où on est exposé et on ne mesure pas toujours l'impact qu'on a chez les gens. Moi, quand ça m'arrive, je suis la voix de l'équipe de France du rugby sur France Télévisions depuis des années. Je suis dans le quotidien des gens. Je suis chez eux pendant le tournoi à destination. Je fais un peu partie de leur paysage. Mais ça, tu ne le mesures pas tant que tu n'es pas confronté à ce genre de choses. Et quand j'ai rendu public l'annonce de la récidive, déjà beaucoup de gens ont découvert mon histoire et que j'avais déjà eu un cancer à l'adolescence. Mais d'un seul coup, c'était comme si l'un des membres de leur famille était touché. Et en fait, c'est ça que je recevais tous les jours. Il y a la masse
tous les messages, les 15 000 messages que j'ai reçus en 48 heures, et puis il y a le contenu des messages. Et là, tu te prends une vague de... Et c'est rare, une vague d'amour, de bienveillance, des gens qui te donnent de l'énergie, et puis des choses dures à lire. Parce que beaucoup font un transfert, et c'est normal, parce que le cancer touche tout le monde. Et on a tous dans nos familles des gens un proche qui est touché par le cancer. Et donc il y a des gens qui se mettent à me raconter que leur fils, eh ben, il est en train de vivre la même chose, ou qu'ils ont perdu leur fille l'année dernière. Et donc des choses pesantes, belles, magnifiques, ouais, mais parfois, si tu n'es pas armé, c'est compliqué. Ça peut être dur à gérer. Donc ça a été un moment galvanisant, parce que ça m'a donné une force de dingue, mais il a fallu que je m'en détache à un moment aussi, parce que je lisais des trucs qui étaient affreux. Et que quand tu es dans un combat pour ta survie, quelque part, ça te fait mal de lire des parents qui te disent que leur gamin il est mort il y a 2 jours du même cancer que toi. Ça te ramène à ta propre réalité. Et tu te dis, il y a des issues qui sont dramatiques, et tu es obligé de composer avec ça. Tu es obligé de te dire que ça existe. Même si toi, tu es dans une autre phase, et que ça va bien, et que ça te ramène à un truc qui est difficile. Donc mon oncologue m'a dit, Monsieur Lartaud, vous quittez les réseaux là pendant un moment, vous ouvrez plus vos trucs Instagram, machin, et vous vous focalisez sur vous. Et donc j'ai eu besoin aussi à un moment de basculer. Et pendant le centre de rééduc, j'étais H24 à bosser comme un chien. J'étais avec Adama que je ne connaissais pas 3 jours avant. Et j'ai fait fi un peu de tout ce qui se passait autour de moi parce que ça a eu une résonance importante. Mais je remercierai, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là d'ailleurs, parce que personne n'a le temps de répondre à 15 000 messages de manière individuelle. Et donc, quelque part, leur raconter dans le détail mon histoire, c'était leur donner déjà une réponse, et c'était surtout leur permettre d'être dans la transparence la plus totale. Parce qu'en fait, dans les messages que je recevais, beaucoup de parents dont les enfants étaient touchés par le cancer me demandaient des conseils, comment vous êtes relevé de votre premier cancer, qu'est-ce que vous avez eu comme traitement, etc. C'est compliqué à répondre. Là, ils ont tout dans le livre. C'était la meilleure des réponses, en fait. Complètement. Et aujourd'hui, je dirais que tu démarres, je peux dire ça comme ça, ta 3e vie. Ta première vie jusqu'à tes 17, puis tes 17 jusqu'en 2023. Ouais. Et là, en 2023, comment tu te sens ? Comment tu vas ? Je vais super bien. Après, il y a toujours, comme tu disais tout à l'heure pour ta maman, ce petit moment. Moi, je suis suivi tous les 3 mois, j'ai des PET scans, des IRM, des trucs. À chaque fois que tu vas passer un examen, tu es rattrapé quelque part par ce que tu essaies d'évacuer dans ton quotidien. Parce qu'en fait, quand tu t'en sors, ce qui est mon cas aujourd'hui pour l'instant, tu penses plus à la maladie. Puis moi, je suis tellement occupé professionnellement, personnellement, que dans mon quotidien de tous les jours, ça ne m'effleure pas l'esprit. Mais j'ai ces petits rappels où tu as ta petite alarme sur ton téléphone qui dit tiens, après-demain, tu as le TEP scan à Cochin. Donc ça, c'est le truc un peu chiant, on va pas se le cacher, qui te ramène toujours à cet état que moi, en plus, j'ai eu 2 cancers, donc moi, c'est pas 5 ans de surveillance, mais 10 ans que je vais avoir. Donc voilà, ça, c'est des moments qui sont un peu pénibles, mais en dehors de ça, je suis revenu dans mon activité professionnelle à faire exactement ce que je faisais avant, voire plus de choses. Et ça, c'était vraiment un objectif de vie, parce que forcément, quand tu es amputé, tu te poses des questions sur est-ce que je vais être en capacité physique, parce que les gens ne voient pas l'envers du décor, mais quand tu es commentateur de matchs de rugby, moi je fais 2 matchs tous les week-ends, aller dans les stades, des stades qui parfois ne sont pas équipés parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc tu as des tribunes à monter, etc. Physiquement, c'est très contraignant. Donc j'avais cette interrogation de est-ce que je pourrais retrouver tout ce que je faisais avant ? Aujourd'hui, c'est le cas et je n'ai pas de difficulté et je suis bien physiquement. Je marche sans béquille, sans canne, sans rien. Je marche de manière très fluide. Si tu me vois dans la rue, je pense qu'aujourd'hui, tu verrais moins le handicap qu'est le mien qu'il y a 3 ans en arrière, quand j'étais avec ma jambe à peu près normale. Donc de ce point de vue-là, ça va. On a réussi, et ça c'était aussi
une ambition qu'on avait dans ma famille avec mon épouse à préserver aussi les aidants, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et moi je dédie ce livre aux aidants parce que c'est des gens qui sont indispensables. Donc les aidants, c'est les parents, c'est ma femme, c'est mes enfants. Mais là, dans ce contexte-là, ce qui était important, c'est que mes enfants sortent de ce truc-là aussi indemnes. Parce qu'il y a eu un écho médiatique, c'était pas toujours facile pour eux au quotidien gérer. Cassie a dû arrêter l'école pendant une semaine. Ouais, elle a arrêté le collège pendant une semaine, alors que c'était bienveillant, mais quand elle allait au collège, ses profs, ses copains lui parlaient toute la journée de comment va ton père, etc. Et pour une petite fille de 13 ans, c'est dur. Pas normal, même s'il n'y avait rien à ce moment-là chez nous qui n'allait pas, mais ça l'a ramené en permanence à cette histoire. Bon, là, on est 2 ans après. Mon fils joue au rugby au niveau pro. Ma fille rentre en 3e. C'est une super élève, c'est une fille épanouie, mature. Et on se dit qu'on a réussi ça, parce que c'est pas toujours évident. Il y a, encore une fois, ta propre histoire de malade, mais tu contamines les autres. Ils sont autour et ils prennent le truc de plein fouet. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent que je préfère être le malade plutôt que l'aidant. Parce que la place de l'aidant, c'est très dur. Il faut être là. T'es impuissant, tu te sens complètement impuissant. Tu te sens impuissant, tu sais jamais trop quoi dire, comment le dire. Parce que les mots parfois sont un peu dérisoires, donc tu as l'impression que, alors que ça compte, mais toi, tu as l'impression que tu ne vas pas trouver toujours le bon mot. Donc la place de l'aidant, c'est une place hyper ingrate. Et puis tu es tout le temps en train de te faire du souci pour la personne qui est malade. Donc ça occupe ton esprit en permanence. Donc c'est vraiment une place qui est très particulière. Donc moi, ma plus grande fierté dans tout ça, c'est pas que moi j'aille bien aujourd'hui, mais c'est qu'autour de moi, tout le monde va bien. Et tout le monde est sorti de ce truc-là positivement, en fait. C'est ça qui compte le plus. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le parcours de vie que tu as, qui est quand même extraordinaire, je dirais ça comme ça, est-ce que tu arrives à apprécier les bons moments fois 1000 ? Tu arrives à goûter au bon moment de la vie en te disant « Ok, là, je profite, c'est un kiff parce que je sais que demain, tout peut changer ». Alors, ça dépend. Il y a des moments, effectivement, où je vis les choses comme ça. Mais comme je suis un peu, et ça, c'est mon gros défaut, moi, je suis très, très, très exigeant envers moi-même, envers ceux que j'aime. Et j'ai du mal à me contenter des choses. D'accord. Et donc, j'ai du mal à me dire, bah tiens, là, ce que je viens de vivre, c'est extraordinaire et j'en veux toujours plus. Alors, parfois, parce que ça, c'est la qualité de mon épouse, elle me ramène à la réalité et elle me dit, mais regarde, il y a 2 ans, on n'aurait pas fait ça et c'est génial. Et donc, oui, donc de temps en temps, j'arrive quand même à me dire, ouais, ce qu'on est en train de vivre, c'est top. Et peut-être que sans tout ça, encore une fois, moi je crois beaucoup à... Je crois pas trop à la fatalité en fait. Moi je crois vraiment à... Il y a des choses qui sont presque écrites. Et il y a des choses qui arrivent. Moi je considère que les épreuves de vie, ça donne du sens à une vie. Tu vois, moi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais si tout ça ne t'était pas arrivé, tu serais sans doute pas le même. » C'est sûr que je serais pas le même. Mais j'aurais pas vécu des trucs extraordinaires que je suis allé chercher parce que j'ai été confronté à la maladie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, très très bien. Je sais que, ça se trouve, j'aurais jamais commenté un match de rugby de ma vie pour des millions de gens à France Télévisions. Et j'aurais peut-être été un joueur moyen de rugby et j'aurais eu une vie minable. Moi, je considère aujourd'hui que j'ai une vie extraordinaire. Je suis un privilégié. Je parle à des millions de gens à la télévision. C'est ma passion. Ça rassemble, ça fédère. Le sport, ça fédère, ça crée des émotions. On voit ce qui s'est passé avec les Jeux. Moi, je suis au cœur de ça sur France Télévisions. Donc, j'ai une chance magique de pouvoir vivre ça et de véhiculer. Nous, on est des passeurs d'émotions. Quand on commande du sport à la télévision, on est là pour retranscrire des émotions aux gens. Donc, c'est un des plus beaux métiers du monde. Moi, je sauve pas des vies. Tu vois, moi, j'ai le plus mais grand... tu les rends plus belles. Oui, mais moi, j'ai le plus grand des respects pour les gens qui ont un impact direct sur la santé. Bien sûr, les médecins. Mais parce que j'ai côtoyé ça de près, évidemment. mais ces gens-là, les médecins, les infirmiers, les infirmières, voilà, ça sont des gens utiles, tout ce qu'on veut. Moi, je suis privilégié de pouvoir passer des bons moments dans mon métier avec le très grand public. Donc ça, c'est mon kiff à moi. Et après, le reste, c'est que tout le monde autour de moi soit pas impacté, ou en tout cas de la manière la plus légère possible,
par tout ce qui nous est arrivé pendant toutes ces années. C'est ça qui compte, il n'y a que ça qui compte. Merci beaucoup Mathieu. Je rappelle ton livre « On n'ampute pas le cœur » qui est formidable. Merci, Je te remercie Sorel, en tout merci cas. à toi.